bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Entre 2 et 3,5 millions de Français sont établis à l'étranger et près de 160 000 d'entre eux sont inscrits dans la 9e circonscription. Circonscription qui, rappelons-le, couvre le Maghreb et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Dans quelques jours, les Français du Maroc vont devoir élire au suffrage universel le député chargé de les représenter à l'Assemblée nationale. Le compte à rebours des élections législatives françaises a donc déjà commencé. Le premier tour de ces élections se tiendra le 5 juin prochain. Parmi les candidats, l'ex-ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances, Elisabeth Moreno. Elle se présente aux couleurs de la République en marche. Mohamed Oulkhair se présente également et veut faire des droits civiques des Français à l'étranger son cheval de bataille. La gauche est représentée par Karim Bencheikh, qui a été investi candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et puis, Naïma Mfaddel est la candidate du parti Les Républicains, essayiste, sociologue, coach, consultante. Elle est aussi conseillère sur des questions liées aux quartiers populaires, aux questions sociales et de cohésion nationale. Elle est militante et s'est engagée au service de la République, de ses concitoyens et de l'intérêt de la cohésion nationale. Elle est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, tout d'abord et avant toute chose, pourquoi avez-vous souhaité vous présenter aux élections législatives de la 9e circonscription ? Alors, comme vous le savez, je suis déjà engagée politiquement puisque j'ai été élue à Dreux pendant 6 ans, où j'étais adjointe au maire, chargée de l'action sociale et de la santé. Les liens aussi avec cette circonscription ne datent pas d'aujourd'hui, puisque non seulement c'est des liens familiaux, puisque j'ai 2 frères qui se sont expatriés, j'ai aussi mes enfants qui vivent ici et mes enfants qui sont scolarisés au Maroc. Donc, c'est vous dire que sur le sujet des problématiques que rencontrent les Français de l'étranger, je les connais bien. J'ai aussi eu le bonheur de collaborer avec l'ancien ministre et l'ancien maire de Bordeaux, M. Alain Juppé, sur les journées nationales de la diaspora africaine. Ces journées avaient pour objet de déconstruire un petit peu les représentations qu'on avait de part et d'autre et notamment de reconstruire de nouvelles relations entre l'Afrique et la France. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que nous avions non seulement des Africains de l'ensemble de l'Afrique, l'Afrique du Maghreb et l'Afrique de l'Ouest qui venaient, mais aussi de la diaspora. Et ça nous permettait de faire un travail vraiment dans une démarche, j'allais dire, vertueuse. C'est-à-dire de gagnant-gagnant. Donc, je peux vous dire que ça a été extrêmement enrichissant pour moi de collaborer avec M. Alain Juppé. Alors, si vous êtes élu, quels sont les grands chantiers stratégiques sur lesquels vous prévoyez de travailler ? Alors mon premier engagement et mon premier combat que je porterai vraiment avec beaucoup de force et de détermination, ça concerne la scolarité. J'ai d'ailleurs publié une tribune au niveau national en France parce que je voulais que ce débat soit national. Il y a une injustice qui a été faite aux Français de l'étranger, c'est de leur faire payer leur scolarité. Vous savez que c'est un principe constitutionnel. En France, tout le monde a accès à la scolarité. D'ailleurs, que vous soyez riche ou indigent, vous ne payez rien à l'école publique. Donc, il est insupportable que des Français de l'étranger payent l'école qui est mise en place pour garder ce lien avec le pays d'origine. Je l'ai porté au niveau national parce que je voulais que mes compatriotes en France prennent conscience de l'injustice qui était faite aux Français de l'étranger. Et je peux vous dire que le fait de l'avoir porté au niveau national était extrêmement intéressant parce que j'ai eu des réactions vraiment de soutien de Français lambda qui m'ont écrit en me disant « mais madame, on ne le savait pas ». J'ai eu aussi des réactions évidemment de journalistes puisqu'elle a été publiée au Figaro qui est un média national important, mais j'ai aussi des réactions de politiques. Et je vais vous dire même, bien sûr, des gens qui sont du même parti que moi, c'est-à-dire de la droite, des centristes ou de l'UDI ou des LR, mais aussi de l'opposition qui m'a dit « mais effectivement, vous avez raison de porter cette question au niveau de l'égalité de traitement du citoyen ». Et justement, comme c'est une question qui est très importante pour vous, dire essentielle, cruciale, qu'est-ce que vous proposez là-dessus ? Qu'est-ce que vous proposez une fois que vous êtes élu ? Qu'est-ce que vous proposez pour faire en sorte que ce soit équitable pour tous ? Voilà. Vous savez que l'Assemblée nationale est un espace de résonance extraordinaire. C'est un espace de résonance où vous interpellez non seulement le gouvernement, le président de la République, mais vous interpellez aussi vos collègues députés. Vous portez cette question-là
Et je peux vous dire encore une fois, à la lumière de l'écho qu'a eu cette tribune, c'est que je peux vous dire que je m'y attellerai dès que je serai élue pour qu'à la prochaine rentrée, et je pèse mes mots, à la prochaine rentrée scolaire, ces tarifs soient supprimés, c'est-à-dire qu'on rétablisse la gratuité. Je voudrais juste rappeler une chose, parce que c'est important de nommer les choses. Vous savez que c'est Nicolas Sarkozy qui a voulu rétablir la gratuité, qui avait été supprimée par la gauche. Je voudrais le rappeler, parce qu'on n'a pas conscience que la gratuité, justement, la droite est sociale. Il voulait rétablir donc la gratuité sous ce prétexte d'égalité de traitement du citoyen. Et c'est avant l'arrivée de François Hollande. Exactement. Et donc il a commencé en commençant par les lycées, et c'est François Hollande qui a dit que ce sont des nantis, il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas, et qui a rétabli en fait le paiement de cette scolarité. Donc dans votre programme, vous proposez le rétablissement de l'équité fiscale. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? De quoi s'agit-il exactement? Alors ça aussi, c'est un scandale, une discrimination, vraiment. Et vous savez que François Hollande avait mis en place ce qu'on appelle la CSG-CRDS, c'est-à-dire c'est un impôt contributif. Donc l'ensemble des Français de l'étranger étaient assujettis. La France a été condamnée par la Cour européenne. Donc il fallait supprimer cet impôt injuste. Donc qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande? Il l'a supprimé pour ceux qui vivaient en Europe, mais pas pour les extra-européens. C'est-à-dire que vous vivez à Lisbonne, vous ne le payez plus, parce que ça a été supprimé, mais vous vivez à Casablanca, vous le devez toujours le payer. Alors là, mais c'est quand même hallucinant qu'un gouvernement ait cette manifestation d'une discrimination aussi injuste. Donc évidemment, pour moi, ça sera la suppression pure et simple. Très bien. Et au niveau de la culture, quelle place occupe-t-elle dans votre programme? Alors la culture, moi, c'est quelque chose qui a une place très, très importante pour moi. Alors, vous savez, moi, je veux vraiment, et j'ai ce souci-là, de rétablir notamment tous ces liens fraternels entre l'Afrique et la France. Tous ces liens culturels très importants. Vous savez que malheureusement, le budget lié à la francophonie, lié aux instituts culturels, lié aux alliances françaises, a baissé de 8% sous le quinquennat de François Hollande, et ça n'a cessé de baisser sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ce déclin, c'est aussi le déclin de cette amitié forte, historique, entre la France et l'Afrique, entre la France et le Maroc par exemple. Et donc on a assisté en fait à une dérive de ce déclinisme, du fait de malheureusement aussi, il y a eu une baisse aussi, je tiens à le souligner, importante aussi de la diplomatie culturelle, qui était aussi importante dans ce lien fraternel et historique. Donc évidemment, moi je vais rétablir non seulement les budgets qui existaient avant l'arrivée, il y a une dizaine d'années, de M. François Hollande et d'Emmanuel Macron, mais je vais aussi les augmenter. Et je vais même faire plus, parce que je suis très amie avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, et qui est aussi le maire de Cannes. Avec lui, je vais mettre en place un conventionnement sur la coopération décentralisée qui aura pour cible la culture. Et je sais qu'au Maroc, notamment, actuellement, c'est un objectif très fort de Sa Majesté autour de la culture et de l'accès à la culture pour tous. Donc vraiment, je serai très fière de porter avec le président de l'Association des maires de France une coopération décentralisée sur ce volet-là. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette coopération ? Ah ben écoutez, c'est simple. On va, tout ce qui est aspect, comme vous le savez, le maire de Cannes, il vient d'écrire un livre sur la culture nous sauvera. Et moi, je crois que vraiment que la culture sauve. En fait, la culture, c'est quelque chose qui, vous savez, souvent on dit, c'est ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien. Et donc, on pourra, effectivement, sur les volets du programme autour notamment du Festival de Cannes, on peut aussi, pourquoi pas, jumeler et faire des choses à ce niveau-là. La lecture est très importante. Des festivals aussi, je pense que ça peut être très important aussi. En tout cas, ce que je souhaite, sur ce volet culturel, ça sera de faire un appel aux différentes forces vives en Afrique et notamment, en particulier, au Maroc, pour qu'elles soient force de proposition sur des actions de coopération décentralisée qui auraient ce volet culturel. Alors, Naïma Mfadel, vous êtes française, mais vous êtes également marocaine. Comment prévoyez-vous d'exploiter cette double identité culturelle ?
Écoutez, moi, c'est quelque chose de, j'allais dire, de merveilleux, parce que, en fait, je suis parfaitement bien dans ma double culture grâce à mes parents qui nous ont élevés vraiment en nous transmettant tout ce qui était culturel au niveau du Maroc, évidemment, mais j'ai pu aussi épouser tout ce que m'offrait aussi ce pays qu'est la France, puisque c'est elle aussi qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais ces deux identités, elles sont apaisées. Elles sont apaisées, elles sont en harmonie. Donc c'est vrai que du fait de ces deux identités, je comprends mieux que ce sont les franco-français qui vivent notamment dans cette circonscription, mais je comprends aussi bien les binationaux. Donc j'aurais à cœur de porter et de les servir, mais d'une manière, j'allais dire aussi en les rassemblant, en étant aussi dans cette appartenance commune qui est tellement importante. Et effectivement, je serai aussi le fer de lance de rétablir, si je puis dire, cette relation France-Maroc qui me tient aussi à cœur, et aussi relation France-Afrique qui me tient à cœur, parce que je suis aussi africaine. Et parmi les points importants dans les relations justement entre la France et le Maghreb, il y a la question de la politique des visas. Donc Paris a durci les conditions d'obtention des visas récemment. Quel est votre avis là-dessus ? Écoutez, je m'étais exprimée en France quand ça a été mis en place. C'est inhumain et c'est injuste. Et on ne peut pas punir, j'allais dire, les personnes lambda sous des prétextes de ne pas trouver de compromis entre pays. Je trouve ça lamentable. Et c'est aussi des drames familiaux aussi. Je voudrais juste vous citer deux personnes qui m'ont parlé il y a une quinzaine de jours environ. C'était deux personnes d'ailleurs âgées, qui ont les moyens, etc. Il n'y avait aucun souci. Et une des personnes devait aller en France pour la naissance de son petit-fils. Malheureusement, elle n'a pas pu y aller parce qu'elle n'a pas eu le visa. Et une autre personne, vous voyez ces deux situations, malheureusement, l'une est plutôt de joie et l'autre plutôt triste, pour le décès de quelqu'un de sa famille. Elle n'a pas pu se rendre pour l'enterrement. À cela, on peut rajouter aussi que tout ça, ça prive la France de tourisme aussi, parce que c'est autant de touristes qui venaient en France, qui dépensaient, qui avaient les moyens, etc. Eh bien, écoutez, toutes ces personnes-là, maintenant, elles vont en Espagne, elles vont au Portugal et elles vont en Turquie. Donc, vous voyez, ça n'arrange pas ni la France par rapport à tout cet intérêt économique. Humainement, ça c'est des drames, des tristesses aussi. Et aussi, eh bien, au niveau, j'allais dire, lien entre la France et le Maroc notamment, eh bien voilà, ça ne peut que délier ces liens-là. Donc c'est bien regrettable que cette décision qui, malheureusement, encore une fois, impacte les liens entre notamment la France et le Maroc. Alors, Naïma Mfaddel, vous êtes une femme militante, vous êtes engagée sur le plan associatif. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Sur le plan associatif, j'ai beaucoup d'engagement, notamment aussi par le biais de mes différents postes, puisque j'étais déléguée du préfet. Donc, non seulement je militais, moi, associativement, mais j'aidais beaucoup les associations pour qu'elles puissent porter leurs projets, et notamment dans le cadre des financements. Je vais vous citer juste un exemple qui à chaque fois me réjouit d'y penser. C'est que j'ai été déléguée du préfet des Yvelines, où j'ai eu le bonheur d'avoir en charge la ville de Mantes-la-Jolie. Donc je m'occupais avec les collectivités de tout ce qui était rénovation urbaine de cette ville, mais aussi de porter aussi, de soutenir les associations. Et eh bien, j'ai réussi à permettre à 106 jeunes, il y en a 106 aujourd'hui en 6 ans, qui ont pu intégrer le prestigieux lycée militaire de Saint-Cyr. Et aujourd'hui, 106 jeunes sont sortis majeurs de ce prestigieux lycée. Et ce qui est formidable aussi à dire, vous savez, souvent on parle, et j'ai pu le voir au début quand on a mis en place cette possibilité d'intégrer ce lycée. Moi, je me souviens, au début, les parents disaient « c'est pas pour nos enfants ». Les enseignants disaient « c'est pas pour nos enfants du Val-Forêt ». Et vous aviez les enfants qui disaient « c'est pas pour nous ». La première année, on a réussi à en avoir une quinzaine qu'on a coachés, maths, français, culture générale. Voilà. Sur les 15 qui ont suivi ce coaching, 5 ont intégré le lycée militaire. Et je peux vous dire qu'ils ont passé le concours, comme tout le monde. Ce n'est pas du tout une troisième voie. Donc,
Ça a été pour moi formidable, puisque après, effectivement, on a eu un engouement, on a eu beaucoup de jeunes et de parents voulaient que leurs enfants puissent intégrer ce lycée militaire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ma maman disait une chose, les seuls freins, c'est ceux que l'on se met. Donc voilà. On se crée soi-même. Exactement. Alors, il suffit d'y croire. Exactement. Et puis que vous ayez des gens autour de vous qui y croient. Parce que c'est ça. Vous savez, moi j'ai voulu mettre ça en place, c'était dans le cadre du plan Espoir banlieue. Je voudrais citer que le plan Espoir banlieue, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui l'a mis en place. C'est des gens de droit qui l'ont mis en place pour l'égalité des chances. Vous savez, c'est toujours pareil. Si vous y croyez et vous mettez en place un parcours, vous avez des chances que les enfants, à la fin, ils se disent « mais oui, c'était effectivement pour moi ». Et du coup, vous créez de l'émulation aussi, parce que c'est ce qui s'est passé. La première année, il fallait essuyer les plâtres, si je puis dire, et encore une fois, lever les freins que les parents aussi se mettaient. Et après, au bout de 6 ans aujourd'hui, tous les ans, il y a des jeunes qui viennent pour passer ce coaching, pour pouvoir faire ce concours. Très bien. Alors, quels sont, selon vous, les besoins des Français au Maroc ? Alors écoutez, moi quand j'ai rencontré les Français, notamment sur le Maroc, mais sur l'ensemble de la circonscription, ce qui m'a en fait vraiment peiné, je vais vous dire franchement, c'est que ce qui revenait, de toute façon, on est abandonnés. On n'est pas des vrais Français, on est des Français de seconde zone. La France, de toute façon, elle ne fera rien pour nous. Et puis ce qui m'a aussi attristé, c'est qu'ils me disaient, bon, vous voulez vous présenter, mais vous n'allez pas faire mieux que les autres, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est vraiment le sentiment d'être abandonné. Effectivement, ce que revenait de la scolarité, parce qu'il y a des gens, vous savez, qui s'endettent, qui prennent des crédits pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Ça, c'est injuste. C'est injuste. La France, c'est un grand pays. En France, vous pouvez venir, vous êtes dans une situation illégale, les enfants sont scolarisés. C'est un principe. On vous soigne et on scolarise les enfants. Et c'est la grandeur de la France et c'est cette France-là que j'aime. Mais j'ai trouvé vraiment triste que notre pays ait oublié. Après, écoutez, vous avez cette imposition discriminante, qu'on a gardée pour les extra-européens et pas pour les autres. Vous avez aussi l'accès aux services bancaires. Vous savez que vous êtes français. Si vous voulez accéder à une banque, avoir juste un compte bancaire, c'est très difficile. C'est le parcours du combattant. Vous voyez, et on peut même vous fermer votre compte sous prétexte qu'ils n'ont pas vu de mouvement. Donc là, il faut absolument régler ce problème. Là, il n'y a pas de raison, sous prétexte qu'il y a peut-être des gens qui fraudent ou des choses comme ça, que l'ensemble des Français de l'étranger soient pénalisés. Il y a aussi, vous savez, que si vous avez un appartement dans votre pays, la France, ou une petite maison, vous savez que c'est considéré comme une résidence secondaire, alors que c'est tout simplement votre résidence d'attache. Il est bien pour la France que les Français gardent un pied-à-terre dans leur pays. Eh bien, c'est considéré comme une résidence secondaire et donc, du coup, l'impôt est beaucoup plus important. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est supprimer et que ça devienne tout simplement une résidence d'attache, parce que c'est bien pour la France que ces enfants aient toujours ce lien avec le pays d'origine. Après, ce que je souhaite aussi, c'est la protection sociale. Alors, écoutez, quand je me suis penchée sur cette question de la protection santé, c'est kafkaïen. Je vous le dis franchement, c'est kafkaïen. Vous avez aujourd'hui la Caisse française de l'étranger, qui est un service privé, qui a un service public. L'État lui a donné un service. Mais il ne lui donne pas les moyens. Ce qui fait que la CFE, Caisse française de l'étranger, elle doit absolument équilibrer. Donc c'est cher, l'adhésion est chère. Tous les ans, ça augmente. Et en plus de ça, il avait été convenu que pour des catégories modestes, eh bien, l'État s'engage beaucoup plus. Eh bien, l'État s'est désengagé depuis ces dernières années. Donc, vous voyez, on est devant des situations où on peut comprendre qu'à un moment, les Français de l'étranger se disent « mais regardez comment je suis considéré, qu'est-ce que je peux faire, à quel sein me vouer, si je puis dire ». Et si vous rajoutez autre chose, si vous me permettez, c'est aussi les consulats. Depuis une dizaine d'années, pareil, on a supprimé petit à petit, fermé des consulats, on a baissé les effectifs, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, malheureusement, les délais d'attente sont très longs, les délais de rendez-vous sont très longs, parce que tout simplement, avant, vous aviez par exemple 8 personnes pour faire des tâches administratives, vous en avez parfois plus que 3 ou 2. Comment voulez-vous faire ? Donc ça aussi, je veux absolument rétablir les budgets, augmenter les budgets, parce que l'administration, c'est hyper important quand vous êtes en situation d'expatriation, parce que c'est le lien avec le pays d'origine, et il faut qu'on puisse avoir des mairies. Moi, je souhaite que ça soit finalement convenu comme des mairies.
C'est-à-dire que les consulats deviennent comme des mairies, c'est-à-dire qu'il y ait l'humain avant tout, la proximité, et que les Français ne doivent pas attendre pour refaire leur carte d'identité ou leur passeport. Justement, vous venez de nous parler un peu des grands défis qui vous attendent. Si vous êtes élu, quelles sont les difficultés, selon vous, les premières difficultés auxquelles vous allez faire face? Alors, je pense que la première difficulté à laquelle je peux faire face, c'est tout simplement, vous avez depuis 10 ans, depuis le François Hollande et le quinquennat d'Emmanuel Macron, rien n'a été fait pour les Français de l'étranger. Ça n'a jamais été une préoccupation. Au contraire, comme je vous ai dit, les liens avec l'Afrique se sont déclinés. Vous savez très bien que les rapports même avec le Maroc ne sont plus ce qu'ils étaient. Rappelons-nous qu'avec Jacques Chirac, il y avait des rapports vraiment de fraternité, des rapports très forts aujourd'hui, malheureusement. Et je voudrais aussi préciser que et je voudrais le dire aux compatriotes aussi marocains, c'est que on sait très bien que la droite a toujours eu un tropisme pour le Maroc. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas du tout la même chose que pour l'idéologie de gauche, qui n'a jamais eu un tropisme, notamment pour le Maroc. Donc je risque de me heurter effectivement aux difficultés du fait de ce quinquennat, mais à la lumière des réactions que j'ai eues, très fortes, l'écho notamment de ma tribune, etc., je sais que le fait que je vienne sur cette assemblée et que je porte haut et fort la parole des Français de l'étranger sera entendue. Parce que vraiment, je suis très heureuse de vous le dire, j'ai bien fait de faire cette tribune et de la publier au niveau national. Très bien, merci à vous Naïma Mfadl pour avoir été avec nous sur le plateau de Medi 1 TV. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections législatives de la 9e circonscription. Voilà. Merci à vous, merci pour votre invitation, c'est très gentil, merci. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.